Bonjour et bienvenue sur le podcast de notre site internet French Discoveries, qui est donc un site dédié aux personnes qui apprennent le français et également à tous les curieux. Dernièrement, nous avons posté beaucoup de photos de phonétique pour les personnes qui sont débutantes, mais nous n'oublions pas les personnes qui ont déjà des connaissances et nous continuons comme fréquemment chaque semaine nos podcasts. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me fait un peu froid dans le dos, bien que je sois quelqu'un de plutôt cartésien. Ça me fait froid dans le dos parce que, aussi bien de la part des comportements des personnes, de la façon dont la situation était comprise, que par l'histoire en elle-même. Alors, je m'explique, on va donc parler d'une jeune femme qui s'appelle Anneliese Michel et qui a vécu en Allemagne, qui est née au début des années 50, en 1952, et qui est décédée en 1976 à l'âge de 23 ans. Vous avez déjà vu dans nos podcasts, on a décidé de parler un petit peu de tout cet aspect paranormal, de tout cet aspect un petit peu ésotérique, en essayant pas vraiment de débunker, donc pas forcément de remettre en cause des choses, mais en essayant de parler, de présenter des informations. Et on avait parlé avec Vali Myers du fait qu'elle avait été traitée de sorcière alors qu'elle n'était absolument pas une sorcière, qu'elle était tout simplement une artiste, mais les personnes n'étant pas habituées, lui ont fait une réputation avant de finalement comprendre que c'était une personne très originale. Je vous invite, je vais mettre le lien vers la vidéo, à voir notre podcast sur ce sujet. Donc Vali Myers n'était pas la sorcière de Positano. Je vous invite à découvrir cette fabuleuse artiste et femme libre. Et là, ça va être vraiment tout l'opposé, parce que la personne dont on va parler n'a jamais été une femme libre. Et c'est même très triste, d'autant plus que c'est une personne qui était jeune, et c'était une personne qui avait l'avenir devant elle. Malheureusement, elle a eu une maladie, des événements se sont produits, et vous ferez votre propre opinion. Cette histoire a inspiré de nombreux films. Il y a eu donc L'exorcisme d'Emily Rose, qui est un film américain. Je ne l'ai pas vu personnellement. C'est un film qui est sorti récemment. Mais si vous êtes curieux, moi j'ai vu par contre ce film, et on en parle aussi dans French Discoveries, c'est le film Requiem. Et Requiem, en fait, avec notamment Sandra Hüller, donc Sandra Hüller qui a joué dans Anatomie d'une chute. Et donc dans Requiem, on revient sur l'histoire, le parcours d'Anneliese. Et c'est vrai que c'est le point de vue du réalisateur est un point de vue extrêmement cartésien. C'est un point de vue sous l'angle médical. Et lui aussi semble assez effrayé, non pas à cause des crises, mais effrayé à cause de la réaction sociale. Alors, je vais m'expliquer dans la suite, bien évidemment, de cette vidéo. Nous allons parler un petit peu de cette histoire et ensuite nous allons tout simplement donner notre opinion. Et puis je vous propose, parce que c'est toujours bien de vérifier qu'on a compris une information, pour ceux qui sont courageux, qui ont le temps, je vous propose, je vais mettre des petites questions de compréhension orale, une sorte de petit quiz dans la vidéo. Si vous voulez passer directement d'une partie à une autre, il y a des chapitres, donc vous pouvez aller voir le style de questions que je vais vous poser dans la compréhension orale. Et puis, écoutez, nous allons commencer à raconter cette tragique histoire. Alors c'est très bizarre parce que je suis quelqu'un d'assez cartésien, même si je m'intéresse beaucoup à l'ésotérisme, mais le fait de vous raconter cette histoire, je me sens un petit peu mal à l'aise, je me sens un petit peu dans une ambiance un peu spéciale. C'est vraiment très très étrange. Alors, tout simplement, quelle est cette histoire? Bien, c'est l'histoire d'une jeune fille donc, qui s'appelait Anneliese Michel et qui malheureusement, après avoir eu une scolarité normale, a très jeune eu des symptômes d'épilepsie, donc ce serait une épilepsie du lobe frontal. Pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est l'épilepsie, c'est vrai que ça peut être assez impressionnant. C'est-à-dire que par exemple, on perd vraiment le contrôle de son corps. Pour les personnes qui ne sont pas du tout familiers avec ce qu'on appelle cette pathologie, ils ont l'impression que les personnes sont en transe. Or, la transe et l'épilepsie, c'est deux choses complètement différentes.
Donc la transe et l'épilepsie, c'est tout simplement une transe, ça peut être aussi une démarche spirituelle pour accéder à un état de conscience modifié ou supérieur, tandis que l'épilepsie, bah, vous ne choisissez pas en fait. Vous avez une crise d'épilepsie, je ne suis pas médecin, donc je ne veux pas du tout donner de conseils ou quoi que ce soit, mais les personnes qui ont de l'épilepsie, généralement ont un traitement pour les aider à aller mieux, parce qu'on peut, dans une crise d'épilepsie par exemple, se faire pipi dessus, avaler sa langue et avoir des risques, parce que si vous tombez, vous perdez contrôle de votre corps, vous tombez, vous pouvez vous cogner la tête et vous pouvez vous blesser, et voire ça peut être fatal. Il y a également eu des personnes dans le passé qui sont décédées à cause de crises d'épilepsie. Le chanteur de Joy Division, Ian Curtis, souffrait également d'épilepsie et il est décédé suite à ces crises. Donc c'est pas une maladie à prendre à la légère, c'est une maladie qui est très mystérieuse et qui, au travers des siècles, au fur et à mesure dont on a eu des connaissances, oh là là comment je parle moi, donc au fur et à mesure que les connaissances médicales se sont développées, on en a su un peu plus sur le cerveau et on a un peu plus compris l'épilepsie, mais cette maladie a toujours été associée à quelque chose d'ésotérique et de paranormal. On l'appelait d'ailleurs le petit mal. Alors, c'est-à-dire, vous voyez, déjà, on va mettre le mot mal accordé à cette maladie, comme si c'était quelque chose de démoniaque, quelque chose de pas normal, parce que justement, en période de crise d'épilepsie, les membres sont tordus, le corps peut être tordu, enfin peut être, hein, c'est pas systématique, le visage peut être déformé, on peut baver, on peut faire pipi sur soi, on peut perdre donc le contrôle de son corps, et autrefois, on ne savait pas expliquer cette maladie, donc on pensait, notamment pour les personnes très religieuses, que les personnes étaient possédées, et beaucoup de personnes qui souffraient malheureusement d'épilepsie ont par le passé été considérées comme des personnes mauvaises, ont été punies alors que c'était des personnes malades, et où on pouvait aussi leur apporter des capacités supérieures à la moyenne, comme si par exemple ils pouvaient donc prédire l'avenir, comme s'ils étaient un peu connectés à l'au-delà, aux forces invisibles. Et puis, donc ça c'était, bon, à la limite on leur demandait conseil, tant mieux pour eux, mais dans la majorité des cas, les gens qui souffraient d'épilepsie étaient stigmatisés, étaient punis et étaient traités comme des personnes en contact avec des mauvaises énergies, et beaucoup de personnes pouvaient être accusées de sorcellerie et de choses pas vraiment sympathiques parce qu'ils avaient tout simplement eu une crise. Bon, donc nous sommes ensuite maintenant, par exemple au 19e siècle, hein, vous voyez, également, il y a eu des personnes comme Charcot, des personnes qui ont travaillé pour essayer de comprendre un petit peu le cerveau humain, et je vous le fais bref, il y a donc eu des avancées scientifiques qui ont permis de mieux comprendre le cerveau et l'épilepsie, et on sait désormais que l'épilepsie est donc une maladie qui se traite très bien, qui peut toucher tout le monde, et le fait d'être épileptique ne veut pas dire absolument être fou, être malade mental, être handicapé ou être possédé, d'accord? C'est une maladie, c'est une pathologie qui est assez impressionnante, assez invalidante pour les personnes qui en souffrent, et également je pense que ça fait peur de savoir qu'on peut perdre le contrôle de son corps et donc faire une mauvaise chute, ou même se brûler. Vous voyez, vous êtes en train de cuisiner, vous tombez sur le feu, enfin il peut arriver quand même beaucoup de choses, donc c'est quand même une maladie importante, mais qui est quand même très bien soignée et qui se manifeste à des degrés différents, c'est-à-dire qu'il y a des crises d'épilepsie très fortes, des moyennes, des petites, et donc c'est vraiment une maladie qu'on connaît bien maintenant. Et donc à l'époque de cette jeune fille, c'était une maladie qui était connue, elle a d'ailleurs été diagnostiquée comme étant épileptique, et on savait que son épilepsie était située sur le lobe frontal. Donc, quand les premiers signes se manifestent de la maladie de l'épilepsie pour cette jeune fille, sa famille est très protectrice, et il faut savoir que sa famille est très religieuse. Ce sont des gens pratiquants qui font des pèlerinages,
Et donc cette jeune fille a été élevée dans une famille plutôt traditionnelle en Bavière et dans une famille où les gens sont plutôt proches de la religion. Et c'est pas qu'ils refusent la médecine ou les avancées de la science, mais ils ont tendance à expliquer ce qu'ils ne comprennent pas sous l'angle du paranormal et du spirituel. Alors, bien évidemment, aucun jugement. De nos jours, on est en 2024, on est quand même dans une période où il y a de grandes avancées technologiques. Néanmoins, on assiste à un retour du paranormal, on assiste à des explications, à des croyances autour de tout ce qui est spirituel. Je pense qu'à toute période de l'histoire, les êtres humains ont eu besoin d'expliquer des choses qui leur faisaient peur, qu'ils ne comprenaient pas, et aussi de trouver une raison. C'est-à-dire, si on ne peut pas guérir quelque chose avec la médecine, c'est que forcément c'est spirituel. Il y a même des personnes, lorsqu'ils ont plein de problèmes, avant de se remettre en cause ou avant de chercher des solutions plus pragmatiques, certaines personnes vont faire appel à des exorcistes, à des personnes qui travaillent avec les énergies, parce qu'ils veulent expliquer leur malchance par des choses extérieures. Et le problème, c'est que vous avez beaucoup de charlatans dans ce domaine-là. Et il faut savoir que on a aussi des études qui ont dit que les Français et le paranormal, c'est une grande histoire d'amour et qu'on assiste actuellement au retour du succès de ce qu'on appelle les exorcismes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un exorcisme? C'est tout simplement chasser le mal d'une personne. Et ça existe depuis la nuit des temps et c'est pratiqué par différentes personnes. Si vous êtes catholique, c'est pratiqué par un prêtre. Si vous êtes d'une autre religion, c'est pratiqué par un représentant de votre religion. Et comme je ne connais pas, je ne veux pas parler pour les autres religions, je ne parle que de ceux que je connais. Donc il y a des prêtres exorcistes. Et d'ailleurs, on voit beaucoup dans les films à Hollywood, beaucoup d'histoires de prêtres qui viennent exorciser des personnes envoûtées. Et cet exorcisme revient à la mode. Alors, ce qui est assez inquiétant, c'est que ça revient à la mode non seulement pour expliquer des problèmes, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a des personnes qui commandent des exorcismes, c'est-à-dire il y a des personnes jalouses, il y a des personnes envieuses qui décident de faire un envoûtement sur quelqu'un et qui donc demande qu'une personne soit envoûtée et des problèmes et que justement maintenant on sait aussi qu'il y a des personnes qui demandent que l'exorcisme soit beaucoup plus dur. Alors avant de faire un exorcisme, il faut déjà se rendre compte qu'on est envoûté et avant de dire qu'on est envoûté, il faut avoir la preuve qu'on est envoûté. C'est-à-dire que beaucoup de choses peuvent s'expliquer sur un plan psychologique, sur un plan médical. Par exemple, voir des hallucinations, entendre des voix peut s'expliquer par des maladies comme dont on a vu l'épilepsie ou la schizophrénie. Ça peut aussi s'expliquer parce qu'on a eu un traumatisme et par beaucoup de choses. Et je ne parle que de ce que je connais donc par rapport aux prêtres exorcistes. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'on va éliminer les raisons de ce désagrément. Une personne dit « je pense être envoûtée », mais on va vérifier. Alors, est-ce qu'elle n'a pas une pathologie? Est-ce qu'elle n'a pas subi un traumatisme? On va vraiment éliminer pas mal de choses. Et il va y avoir en fait une sorte de charte pour déterminer qu'une personne est envoûtée. Et à l'époque de cette jeune fille, donc en fait, il y avait dans la charte pour déterminer qu'une personne était envoûtée, un des critères, donc il y a plusieurs critères, et un des critères c'était de disposer d'une force physique qui était différente, qui était surprenante. Donc par exemple, si vous êtes une frêle jeune fille, un des critères pour dire que vous étiez envoûtée, ce n'était pas seulement d'entendre des voix et de voir des choses démoniaques, c'était également d'avoir une force très herculéenne et d'être capable par exemple de repousser les gens brutalement alors que vous n'avez pas spécialement de force physique. Donc quand cette jeune fille commence à tomber malade et avoir des crises d'épilepsie,
elle était très affaiblie et elle avait en fait beaucoup de souffrance, déjà parce qu'elle était gênée par rapport aux autres. Vous savez qu'à toute période, les gens ne sont pas forcément gentils quand vous êtes différents. Et ensuite, ça l'handicapait pour ses études, parce que forcément, elle était en retard, elle était fatiguée, donc elle a été en clinique. Et ensuite, elle a eu l'impression, avec son traitement, donc elle a fait un traitement, et avec son traitement, elle a eu l'impression d'avoir un répit. Donc, comme elle avait un répit, elle a décidé de partir étudier à l'université. Et donc je fais une petite parenthèse sur le film Requiem qui est actuellement visible sur Arte, donc je vous invite vraiment à venir le voir, hein. Je vous mets la référence vers Requiem avec Sandra Hüller. Elle a donc décidé de profiter, elle s'est dit c'est génial, je suis guérie, elle a donc décidé de partir étudier à l'université et d'avoir une vie comme toutes les jeunes filles de son âge. Et d'ailleurs, elle a eu une vie comme toutes les jeunes filles de son âge. Elle a rencontré l'amour, elle s'est fait des amis, elle a fait des études pour être institutrice. Tout se passait très bien. Malheureusement, donc, mais en même temps, il se passait quand même, enfin, tout se passait très bien. La vie suivait son cours. Et malheureusement, les crises sont revenues. Alors, est-ce que les crises sont revenues parce que quand on est étudiant, vous savez qu'on a une vie qui est quand même assez trépidante. Quand vous êtes amoureux, vous découvrez l'amour, vous découvrez l'amitié, vous avez plein de choses nouvelles qui arrivent dans votre vie, donc ça génère des émotions. Donc forcément, quand on est épileptique et donc particulièrement sensible, ça peut avoir une influence. Donc, que s'est-il passé dans la vie de cette jeune fille? D'un côté, beaucoup de bonheur, une vie normale, et d'un autre côté, les crises reviennent. Et les crises reviennent crescendo. Donc, crescendo en français, ça veut dire de plus en plus fort. Donc, ça revient de plus en plus fort, et elle n'ose pas en parler à ses amis et à son petit copain au début, mais elle a quand même des comportements qui sont assez surprenants. Et par exemple, elle peut être prostrée sur elle-même, obsédée de vouloir travailler sur un devoir et dire qu'elle ne peut pas, qu'on l'en empêche. Elle est très croyante et elle va dire, voilà, on m'empêche de prier. Et elle va finalement dire à son amie, sa meilleure amie, qu'elle voit des visages horribles, qu'elle entend des choses horribles et qu'elle a des visions. Et bien évidemment, elle est dans un cadre universitaire. Donc ses amis vont lui dire, écoute, tu devrais vraiment suivre un autre traitement pour ton épilepsie. Et elle va donc voir des médecins. Et pendant 2 ans, elle va voir des médecins, elle va essayer de trouver des traitements. Malheureusement, ça ne s'arrange pas et c'est vraiment compliqué pour elle. Et elle est dans un état de désarroi extrême. Alors, au bout de plusieurs investigations médicales, on sait très bien qu'elle a une épilepsie, aucun traitement ne marche, elle est épuisée, c'est vrai que ça peut remettre en cause ses études. Elle décide, comme elle est très croyante, elle décide en accord avec sa famille de se tourner vers le spirituel, de se tourner vers la religion pour trouver une solution à ce problème et être libérée. Et au début, les prêtres, comme je vous ai dit, ne croient absolument pas à l'envoûtement. Parce que, effectivement, dans la charte, elle n'a pas cette force physique herculéenne. Et moi, j'ai envie de rajouter quelque chose. Quand on connaît un petit peu l'exorcisme, il y a un critère aussi, c'est la capacité de parler une langue qui est non humaine. Et elle n'avait pas non plus cette capacité. Donc, en fait, il y avait quand même plusieurs critères qui expliquent la réticence des prêtres de l'Église. Je vous ai dit que de nos jours, beaucoup de prêtres sont à nouveau sollicités pour faire des exorcismes. L'exorcisme par des prêtres, c'est un service qui est proposé par l'Église catholique, mais qui est encadré. En Allemagne, à cette époque, dans les années 70, c'était extrêmement encadré. Donc, la première réaction du prêtre qu'elle a été voir pour avoir un exorcisme, ça n'a pas été de dire « oui, oui, je te crois, on va faire un exorcisme ». Il s'est dit « bon, on va éliminer toutes les causes psychologiques ». On va attendre que vous fassiez votre traitement, on va attendre de voir s'il y a des résultats ou pas, et de vérifier si elle cochait toutes les cases, et elle ne cochait pas toutes les cases, donc au début, c'est vrai qu'il a refusé.
Donc le prêtre de la paroisse a refusé. Et dans le film, qui est actuellement sur Arte, et vraiment c'est un très beau film. C'est un très beau film parce qu'il retrace la vie de cette jeune femme, mais aussi parce que le réalisateur a l'intelligence de nous laisser penser ce que l'on veut. Voilà, c'est pour ça que je préfère ce film-là à L'exorcisme d'Emily Rose. Je trouve qu'il est beaucoup plus subtil. Le réalisateur allemand a vraiment décidé de montrer les choses extérieures, un peu comme un documentaire, en nous laissant nous faire notre opinion. Donc au début, le prêtre refuse et en fait, la jeune femme insiste beaucoup parce que ça l'handicape dans sa vie et qu'elle décrit des choses, notamment elle ne peut plus utiliser son chapelet, elle ne peut plus prier et elle dit des phrases qu'elle entend. Et finalement, devant son désarroi et par rapport à ce qu'elle lui raconte, le prêtre est convaincu qu'il y a besoin de faire un exorcisme. Alors, je ne sais pas si vous savez comment se passe un exorcisme, mais c'est quelque chose qui n'est pas anodin et c'est quelque chose qui doit être pratiqué dans des conditions avec des personnes vraiment professionnelles, vraiment très pures et qui savent se protéger des mauvaises influences. Beaucoup de personnes proposent de faire des exorcismes à des prix, je vois sur internet, à des prix qui sont mais vraiment pas normaux, quoi. Ce sont des prix délirants. Il faut savoir que quand une personne veut subir un exorcisme, c'est qu'elle est dans un état de désespérance, de désespoir, et qu'elle ne sait absolument pas comment faire. C'est la dernière solution qu'elle a trouvée. Et en plus, si vous êtes très religieux, il y a vraiment une implication de la personne, aussi bien physiquement, intellectuellement, et vous êtes donc dans un état d'emprise totale et dans un état où on peut faire ce que l'on veut de vous. Malheureusement, l'imaginaire hollywoodien fait qu'on a l'impression, alors voilà, on va l'éviter, on va cracher, on va vomir, on va changer de tête, on va... vous voyez, on imagine des choses qui sont quand même assez, comment dire, exceptionnelles. Ce n'est pas toujours le cas. Donc je vais vous faire part de mon expérience personnelle. Effectivement, lorsque l'on fait un exorcisme, il peut arriver, moi je n'ai pas pratiqué d'exorcisme, j'ai eu la possibilité à une période de ma vie d'en avoir un. Donc je vous donne vraiment mon expérience personnelle qui a été faite par une personne qui était donc un prêtre catholique. Et je peux vous assurer que ce n'est absolument pas aussi édifiant que dans les films. Et encore une fois, comme je vous le dis, ça dépend vraiment des personnes et des situations. De plus, lorsque l'on subit ce genre de choses et qu'on a décidé de le faire, il faut qu'il y ait eu un ensemble de preuves. Et avec le recul, même si moi j'avais un ensemble de preuves, je vais vous dire quelque chose, je pense que j'étais vraiment dans un état de désespoir et que j'aurais pu m'abstenir. Mais c'est vraiment mon opinion personnelle. Je pense que j'ai perdu de l'argent. Je pense que je me suis mise dans un mauvais état sur un plan psychologique, alors qu'en fait j'aurais pu régler ça autrement. Mais il y avait une pression sociale, une pression familiale, et en fait j'avais tout simplement un problème médical qui n'avait pas été diagnostiqué, qui a été diagnostiqué par la suite. Et c'est pourquoi j'ai décidé aussi de faire ce podcast, parce que cette histoire m'a énormément touchée, parce que j'ai été dans la même situation. Maintenant, la personne qui a fait l'exorcisme et qui était un prêtre était de très bonne foi. Je pense avec le recul que cette personne était sincère. Mais en étant objectif et très sincère avec vous, je pense que ça n'a servi à rien et que c'était bidon. Voilà, mais c'est vraiment mon expérience et je ne juge absolument pas les personnes qui pratiquent proprement cet exorcisme et ou qui y croient ou qui ont un léger mieux. Moi, je vais vous dire, ça a été encore pire après. Et on m'a sorti des théories du style cure de guérison, énergie de guérison, c'est normal, tu vas très mal pour aller très bien. Écoutez, personnellement, j'avais un problème, une maladie suite à un problème immunitaire qui n'avait pas été diagnostiqué. Une fois que ça a été diagnostiqué et traité, j'ai eu toutes mes réponses et il n'y avait absolument pas de paranormal. Bon, parenthèse, parce que je ne suis pas là pour parler de moi.
J'ai parlé un peu parce que je tiens à aussi, à travers cette vidéo, à faire un peu de prévention pour pas que vous vous jetiez dans la tête du premier charlatan venu. Et parce que je sais que sur Internet, tout ce qui est paranormal a énormément de succès. Mais gardons raison, prenons un peu de recul. Donc, le prêtre qui s'est occupé d'Anne-Lise, au début, était plein, j'ai envie de dire, de recul. A dit, moi, je ne pense pas que vous ayez besoin de faire un exorcisme. Mais finalement, devant le désarroi de la jeune fille, il a cédé. Et il a décidé de faire ce travail devant l'ampleur de la tâche, parce qu'effectivement, elle pouvait, donc par exemple, arracher ses vêtements, se mettre à aboyer comme un chien, avoir des relations avec ses excréments, lécher, vouloir boire son urine. Elle était très agressive avec sa famille, très violente. Donc, ils ont estimé qu'il devait être 2 personnes. Et ils ont fait un premier exorcisme, alors que l'entourage d'Anne-Lise voulait qu'elle aille en clinique. Personnellement, moi je pense que cette jeune fille aurait dû être suivie en clinique. Je pense qu'elle avait des crises très sévères d'épilepsie et que être prise en clinique, alors à l'époque, on est dans les années 70, l'épilepsie est traitée par électrochoc. Et c'est vrai que chez certaines personnes, ça pose quelques problèmes. Ce n'est pas traité que par électrochoc, c'est traité aussi par des médicaments. En tout cas, mon opinion, mais je ne suis ni à la place des parents, ni à la place des personnes qui ont estimé qu'elle méritait un exorcisme. En plus, elle l'a demandé, donc elle a fait une démarche personnelle. Ils ont fait un premier exorcisme. Et bien sûr, ça n'a pas marché. Et c'est là que cette histoire devient tragique et complètement délirante. C'est-à-dire que non seulement les crises, je vous ai dit, allaient de plus en plus fortes, mais à l'issue du premier exorcisme, aucun résultat, ça continue, et c'est de pire en pire. Et au lieu d'envisager l'internement en clinique, il continue les exorcismes. Et alors, il va y avoir jusqu'à 67 exorcismes. Et c'est pour ça que je vous disais que je fais un peu mal par rapport à cette vidéo, parce que je me dis, pratiquer 67 exorcismes, et que personne dans la famille ou dans l'entourage ou dans les amis n'interviennent et au bout d'un moment ne disent « écoutez, ça marche pas, on va essayer autre chose », cette jeune fille était condamnée. Et elle était condamnée parce que c'est très épuisant. Le rite qu'elle a suivi, donc il y a plusieurs exorcismes. Si ça vous intéresse, un jour je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment se pratique l'exorcisme quand on le vit. Moi personnellement, j'ai dormi pendant 6 heures. J'étais épuisée, mais j'étais pas épuisée dans le sens au point si vous êtes curieux de savoir ce qui est arrivé à cette jeune fille, sur internet il y a des vidéos réservées aux personnes non sensibles et averties, et je vous mettrai le lien. Il y a des vidéos et des photos, et on voit qu'elle est dans un état extrême, parce que non seulement elle subissait cette cérémonie, quand je dis cérémonie entre guillemets bien sûr, donc cet exorcisme, et en plus elle ne mangeait pas et elle ne buvait pas correctement. Donc elle était dénutrie et déshydratée, je vais y arriver, déshydratée. Et donc elle en a subi 67 pour rien, aucun résultat. Et vous savez, si elle avait certainement vraiment des problèmes de santé qui auraient dû être pris en compte. Et ce qui s'est passé, elle est morte d'épuisement. Donc elle est morte d'épuisement au bout de 67 exorcismes. C'est inhumain. C'est facile d'accuser le diable, les démons, tout ce que vous voulez, mais pour moi, les personnes qui sont diaboliques, eh bien, ce sont les personnes qui ont laissé faire 67 exorcismes sans intervenir et sans apporter une aide médicale, une aide psychologique, une aide thérapeutique, j'ai envie de dire bon, on va peut-être faire un séjour en clinique, peut-être que vous reprendrez vos exorcismes après, mais il faut stopper là. Et puis surtout, la personne, la jeune fille, ne buvait pas, ne mangeait pas, et effectivement, lorsqu'elle est décédée, sa famille et les 2 prêtres qui ont conduit l'exorcisme ont été condamnés par la justice, et les prêtres ont été condamnés à 3 ans de prison, dont 6 mois de probation. Donc on est vers la fin des années 70, en 1976, il y a le procès suite à la mort d'Anne-Lise, et ils ont été condamnés parce que, quelles que soient nos croyances, quel que soit notre état de désespérance, si on voit que ça ne marche pas, aussi bien médicalement que la spiritualité, pourquoi s'entêter?
et en plus c'est pas quelque chose d'anodin, un exorcisme. Et si elle était peut-être, elle se comportait comme une folle, vu l'angoisse, ça peut aider à basculer dans la folie. Il y a je vais terminer là-dessus, enfin terminer cette partie là-dessus. Il y a une nouvelle d'Henry James qui s'appelle Le Tour d'écrou, où une gouvernante pense voir des revenants, pense voir des êtres de l'au-delà, des fantômes, et elle en est tellement convaincue qu'elle arrive à convaincre de jeunes enfants, qui sont les enfants dont elle a la charge. Et elle arrive à tellement faire peur aux enfants que le plus petit fait une crise cardiaque. Et ce qui est génial dans cette nouvelle d'Henry James, donc je vous donne également les références, c'est que le petit garçon est terrorisé et il fait une crise cardiaque. Peut-être pas parce qu'il a vu des fantômes, mais peut-être parce qu'il a été conditionné sous emprise et il a été traumatisé et il a eu un choc. Et je pense que dans le cadre d'Anne-Lise, les exorcismes à répétition, le fait qu'elle ne mange pas et le fait qu'elle avait cette pathologie, eh bien ça a conduit malheureusement à cette situation tragique. Je voulais faire cette vidéo parce que c'est une histoire donc, qui me touche personnellement. Quand j'ai vu le film avec Sandra Hüller, j'ai adoré, d'une part, la sobriété du réalisateur qui prend un angle cartésien. Je trouve que c'est vraiment important. Nous vivons dans un monde très étrange, dans un monde très intéressant, mais dans un monde qui a tendance à mettre sur un piédestal tout ce qui est spirituel. Le spirituel est important, mais parfois, il faut quand même raison garder. Et parfois, je pense qu'il faut aussi penser à tout ce qui est cartésien et médical. Et si cette pauvre histoire, qui est quand même ancienne, hein, ça s'est terminé en 1976, et le film, si vous le regardez, si ça peut permettre à des gens de ne pas dépenser tout leur argent, de ne pas rejoindre des sectes et de ne pas être dans un désespoir et de ne pas passer à côté d'un bon traitement, eh bien écoutez, ce serait une très bonne chose. Je vous remercie de votre écoute et nous allons passer, puisque c'est quand même une vidéo pédagogique, nous allons passer à la partie compréhension orale, donc avec des petites questions, un petit quiz. Et écoutez, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas, donc je vais vous mettre les références, à voir ce film. Il est gratuit sur la chaîne Arte en replay pour ceux qui sont en France et en Allemagne. Donc Requiem avec Sandra Hüller. Et également à lire cette magnifique nouvelle d'Henry James, Le Tour d'écrou. Et n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Sur le site de French Discovery, nous avons une partie spiritualité, donc une partie où on parle également d'ésotérisme. C'est quelque chose sur lequel je ne suis pas fermée, mais c'est quelque chose sur lequel il faut quand même prendre avec précaution et en ayant bien sûr toujours un garde-fou, en ayant toujours un cadre et en n'étant pas seul à la merci de certaines personnes. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez le contenu. Et maintenant, comme il faut quand même travailler, passons aux exercices à la compréhension orale. Merci beaucoup.